On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanosel et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Salut Géraldine. Salut, ça va ? Ouais, c'est hyper beau. Et ben voilà, on est à Turin sur la parcelle de Gamay. En effet, on est pas mal, ouais. C'est l'un des symboles de notre art de vivre. Le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Et au pays du vin, mon invité cultive sa différence. Je suis Géraldine Dubois et je suis vigneronne à Lyon. Géraldine est lyonnaise et a choisi une production locale de la terre jusqu'au verre. Et en plus, l'appellation Coteaux du Lyonnais, pour moi, est une super appellation avec beaucoup de potentiel. C'est à une vingtaine de kilomètres de la ville qu'elle cultive ses raisins et c'est là qu'elle m'a donné rendez-vous pour me parler de son domaine, le bien nommé La Tétue. Car de la ténacité, Géraldine n'en manque pas depuis qu'elle a plongé il y a une dizaine d'années dans ce métier. Et il suffit de pousser la porte de son chai, au cœur de Lyon, où elle produit ses vins nature, pour en prendre la mesure. C'est hyper adapté pour faire du vin finalement, ici. Ici, des bouteilles consignées, des cuvées uniques et une démarche résolument engagée. Alors, comment produire du vin autrement ? Pourquoi renverser les codes de la tradition viticole ? Et face aux enjeux climatiques, à quoi ressemblera demain notre vin ? Voici la recette de Géraldine Dubois. Mise en bouteille à la main, bouchage à la main, étiquetage à la main. Que du muscle. On est bien, on est au calme, il y a une belle vue. Ça fait du bien de venir ici. Je sens que ça va me faire du bien aussi, de prendre l'air. Bonjour Géraldine. Bonjour Julie. Géraldine, tu es vigneronne, c'est-à-dire que tu cultives, vinifies et commercialises ton propre vin. La particularité, c'est qu'il s'agit d'un vin nature, produit ici, au cœur de la ville, dans un chai urbain. Ton domaine viticole s'appelle La Tétue et ça tombe bien, car tu es déterminée à renverser les codes de ce métier. Alors ma première question, tout simplement, sera pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Eh bien j'ai créé ce domaine viticole un peu particulier justement pour proposer une commercialisation du vin qui soit aussi éthique que le travail que je peux avoir dans les vignes ou dans la production des vins. C'est rarement le cas parce qu'on s'occupe de plus en plus de ce qui se passe dans les vignes en essayant d'être en viticulture biologique, en agroécologie, de ce qui se passe aussi à la cave, en produisant des vins avec de moins en moins d'intrants. Mais finalement, dans la commercialisation, je trouve qu'on ne se remet aujourd'hui pas trop en question. Tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Mais avant, Géraldine, dans la recette, en entrée, on commence toujours par raconter un petit peu son histoire. Alors, dis-nous, d'où viens-tu et à quoi ressemblait la cuisine de ton enfance ? Est-ce qu'il y a un plat ou un souvenir qui t'a particulièrement marqué et dont tu voudrais nous parler en introduction ? Alors, qui je suis ? Moi, j'ai 48 ans, je suis lyonnaise d'origine. La cuisine de mon enfance, c'est une cuisine dans une maison à Caluire. Près de Lyon, donc Caluire. Oui, juste à côté de Lyon. Une cuisine familiale. Mais moi, j'ai des grands souvenirs de cuisine, surtout avec ma grand-mère, qui était une cuisinière amatrice, mais assez exceptionnelle, avec notamment des origines américaines, qui apportait beaucoup de créativité dans ses plats. C'est-à-dire qu'en fait, en général, elle n'avait pas de recette et elle mettait toujours sa petite touche qui faisait que les plats étaient complètement dingues. Le plat de mon enfance, et je m'en souviens comme si c'était hier, elle achetait des petites brioches rondes, des petites brioches à chapeau, là, qu'elle creusait.
Et en fait, elle mettait dedans un œuf avec de la crème fraîche, des herbes, du fromage. Elle mettait ça au four. Et ça faisait un œuf à la coque, mais dans une brioche, qui était juste incroyable. Génial. Donc des souvenirs surtout avec ta grand-mère. Et après, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait comme études, comment tu es arrivée dans le monde du vin et qu'est-ce qui t'a menée sur ce chemin? Alors, je ne suis pas arrivée dans le monde du vin tout de suite, mais j'ai eu un parcours, j'ai fait des études de biologie cellulaire, donc où on étudie vraiment la composition des êtres humains et leur fonctionnement. Je me suis ensuite spécialisée dans le marketing pharmaceutique et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'industrie pharmaceutique sur un poste de commercial, notamment à Paris. Et en fait, j'ai quitté ce monde-là parce que pour des raisons familiales, on est allé s'installer à Beaune en Bourgogne. Et puis aussi parce que moi, j'avais fait un peu le tour de ce monde professionnel. Et quand on est arrivé à Beaune, je me suis un peu cherchée professionnellement. J'ai fait plein de petits boulots. Enfin, j'ai bossé dans l'immobilier, j'ai fait du journalisme. Je me cherchais. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'attire vraiment et qui donne du sens, en fait. Mais vivant à Beaune, forcément, tout le monde me disait tu vis à Beaune, donc il faut travailler dans le vin. J'avais pas j'aimais bien le vin, mais j'avais pas de passion innée pour le monde viticole, en tout cas. Et je faisais les vendanges chaque année. Et une année, à la fin des vendanges, je me suis dit, finalement, pourquoi j'essaierais pas de me reconvertir dans ce monde-là, dans le monde du vin. J'ai attaqué donc un BPREA viticulture-œnologie il y a 11 ans, au centre de formation pour adultes de Beaune, un petit peu par hasard, un peu par curiosité. Et finalement, le premier stage que j'ai fait pour la Maison Boisset, qui était un stage de vinification, j'ai eu un espèce de coup de cœur professionnel incroyable où j'ai compris que j'étais faite pour ça et que le sens que je voulais donner à ma vie, il était bien dans le vin. C'est intéressant ce que tu dis, que tu n'avais pas a priori une attirance pour la viticulture, mais c'est vraiment en y allant, en fait, oui. en vivant l'expérience du vin que tu as eu le déclic, en fait. Oui, j'ai senti une cuve en fermentation. Et j'ai trouvé que c'était complètement magique. J'avais cette curiosité de savoir ce qui se passait après les vendanges, en fait, parce que comme chaque année je les faisais et je voyais le raisin qui partait à la cave, mais je ne savais pas ce qui se passait après. J'ai eu quand même cette curiosité un peu scientifique de me dire, mais finalement, comment tout ça se transforme en vin. Et c'est quand j'étais les pieds dedans, parce qu'on a quand même les pieds dedans, que vraiment, moi, j'ai eu ce flash de me dire j'adore ça, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de magie dans la transformation du raisin en vin que je revis chaque année depuis 11 ans, donc c'est chouette. Qui est finalement un peu lié aussi à la magie de la biologie. Oui, bien sûr. Quand j'ai fait ma reconversion et que j'ai passé mon BPREA, j'ai compris pourquoi j'avais fait des études de biologie 15 ans avant et à quoi ça allait me servir et où ça allait me mener, en fait. Et ça, c'est assez agréable et c'est assez marquant dans une vie professionnelle. Donc, tu as vécu à Beaune, au cœur de la Bourgogne, une région viticole très réputée, et c'est là que tu as tout appris sur le vin. Qu'est-ce que tu retiens de cette période, justement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi qui ne connaissais pas du tout ce monde, puisque tu venais de la pharmacie? Oui. Quand tu as commencé à travailler dans le vin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier ou que tu retiens aujourd'hui? C'est vraiment une période de ma vie professionnelle où j'ai appris les fondamentaux et la base de ce métier, qui est le métier de vigneron. Et je pense que ce que je retiens aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment compris à ce moment-là qu'on était entièrement dépendant du climat et que finalement, avec un climat défavorable, on n'a pas ou peu de raisins, ou en tout cas des raisins pas qualitatifs, et on a vraiment des difficultés à faire du vin. Et je pense que cette prise de conscience qui se fait quand on a les pieds dans la terre, parce que finalement, à part quand il fait mauvais et qu'on ne peut pas aller boire des coups en terrasse, on ne s'en rend pas compte. Quand on a les pieds dans la terre, on s'en rend compte. Ça a fait partie de mon cheminement aussi dans la création de La Tétue. La Tétue, justement. Pourquoi La Tétue? Est-ce que tu es têtue, Géraldine? Je suis très déterminée, ça c'est sûr. Pour monter ce type de projet qui est quand même assez pointu, en termes d'idées et jusqu'au boutisme, il faut être vraiment déterminé, notamment dans le monde du vin, qui est un monde encore relativement conventionnel, avec des codes.
Et faire bouger ces lignes-là, c'est pas évident. Donc il faut beaucoup de détermination. Tu vois, tout est très manuel. Donc bouchage à la main, parce que le vin, il faut du temps. Ce local est assez dingue parce que de trouver ce type de local avec des murs en pierre, très bien isolés au niveau thermique, c'est hyper adapté pour faire du vin finalement, ici. Et le jour où j'ai visité le local, où franchement c'était exactement ce que je cherchais, la dame de l'agence immobilière me dit, je lui dis je vais faire une offre, je le prends, c'est parfait. Et elle me dit très bien, je vais transmettre votre offre à Monsieur Tétu. Et en fait l'ancien propriétaire s'appelait Monsieur Tétu et moi j'avais déjà le nom de mon domaine. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok, c'est là qu'il faut que je sois. C'est génial. C'était assez drôle, ouais. Ça, on peut appeler ça un signe quand même. Oui, c'était vraiment un signe. Et donc, Monsieur Tétu a vendu à la Tétu. Et lui s'appelle Monsieur Tétu avec un E à la fin. Donc, on a vraiment été au bout de l'histoire, quoi. Alors justement, la Tétu, ton domaine viticole, ici Géraldine, nous sommes dans ton chai qui a la particularité de se trouver en plein centre de Lyon. On voit d'ailleurs apparaître de plus en plus de chais urbains dans les grandes villes de France, souvent avec l'idée de rapprocher les consommateurs du produit. Toi, quel était ton objectif en faisant ce choix et en quoi tu te distingues des autres chais urbains ? Oui, justement, moi, j'aime pas trop le terme chai urbain parce que je me considère pas tout à fait comme un chai urbain. Dans 90% des cas, les chais urbains ne sont pas des viticulteurs, donc ils achètent soit du raisin, soit du mou, c'est-à-dire du jus de raisin déjà pressé. Moi, je tenais vraiment à avoir mes propres vignes pour justement avoir les pieds dans la terre et connaître l'origine de mes raisins et vivre aussi le millésime avec le raisin, parce que ça, on pourra en parler plus tard, mais je pense que c'est un point très important. Et ce qui comptait le plus pour moi, c'était d'éviter le transport des bouteilles. On sait aujourd'hui que le transport des bouteilles est une grosse partie du bilan carbone dans l'exploitation viticole globale. Et je voulais proposer un circuit court du vin. Donc en fait, produire le vin là où il allait être consommé. Donc ça ne veut pas dire uniquement faire le vin en ville, ça veut dire le faire en ville, mais le vendre en ville. Et c'est là que mon idée allait un peu plus loin peut-être que des chais urbains plus classiques, qui vont en effet faire le vin en ville, mais derrière qui ne vont pas forcément appliquer une vente locale très stricte. Et aujourd'hui, tu produis combien de bouteilles en tout ? Qui sont tes clients ? Où commercialises-tu ton vin ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors aujourd'hui, je produis en moyenne 7000 à 8000 bouteilles par an à la cave, donc c'est une petite production. Je ne commercialise mes vins qu'à Lyon et la majeure partie des vins sont commercialisés chez les restaurateurs lyonnais. J'ai une gamme qui est très courte, très simple, parce que mon concept est quand même assez atypique et donc je n'ai pas voulu noyer le consommateur dans un nombre incalculable de cuvées. Donc j'ai fait très simple, j'ai un vin rouge, un vin blanc. Certaines années j'ai du rosé, pas cette année. Et cette année j'ai fait un pétillant naturel de gamay pour la première fois. Donc en gros j'ai entre 3 et 4 cuvées différentes chaque année. Le rouge est donc un gamay. Il s'appelle le rouge d'ici. Il est donc bio et nature. Et c'est un gamay qui est très léger, vraiment sur le fruit, parce que moi, ça correspond au vin que j'aime. C'est un vin rouge qui est à boire aussi bien l'hiver que l'été, mais l'été, avec un petit coup de frais, ça marche bien aussi, sur des apéros, des barbecues, des plats un peu légers. J'ai ensuite un blanc. Alors, habituellement, j'ai un blanc qui s'appelle le blanc de là, qui est un chardonnay. Mais en 2023, j'ai fait un truc un petit peu différent. J'ai fait du blouge, c'est-à-dire que c'est un mélange de gamay et de chardonnay qui sont pressés ensemble dans le pressoir. Tout est mis dans le pressoir ensemble. Donc, la couleur reste blanche, comme du vin blanc. Mais il y a un petit peu de gamay dedans. Et donc, il s'appelle le blouge de là. Parce que c'est un blouge et qui remplace le blanc de là, et puis en référence à ce fameux tube d'M6 Solar qu'on connaît tous très bien. Alors c'est assez atypique parce que forcément c'est un vin blanc avec le côté très aromatique des fruits à fleurs blanches, pêche, abricot, etc., mais qui va avoir une petite note tannique qui est assez intéressante. Et ensuite, le rosé, c'est un rosé de gamay. Le pétillant naturel, c'est un pétillant naturel de gamay également. Donc des vins assez festifs, des vins de copains. Et comment tu choisis justement ? Est-ce que c'est la nature qui t'impose ? Là, tu disais que tu avais créé cette année le blouge, qui est un mélange de cépages. Est-ce que c'est la nature qui t'impose ça ? Ou est-ce que justement c'est un peu de la création artistique où tu te dis « Allez, je vais essayer de
de créer un vin unique? Un petit peu les deux. C'est vrai que la phase de vinification, c'est la phase de création en fait dans le métier de vigneron. C'est vraiment à ce moment-là qu'on se projette dans les cuvées qu'on va vouloir réaliser. Et elles sont toujours différentes en fonction du millésime et en fonction de la qualité des raisins qu'on va avoir. Et puis, en fait, pour être très transparente, le Blouge, ça a été une création qui a été imposée par la nature des raisins que j'avais cette année-là. Parce que j'avais des chardonnays qui étaient très forts en degré potentiel alcoolique, c'est-à-dire qui étaient très sucrés. Et à côté de ça, j'avais des gamay qui étaient beaucoup plus sur l'acidité. Et donc, pour rééquilibrer les chardonnays qui étaient beaucoup trop lourds et trop sucrés et avec trop peu d'acidité, j'ai rajouté du gamay en fait, qui me permet de rééquilibrer mon vin. Donc là, c'est une création, en effet, mais qui vient au départ d'une problématique que j'avais sur les raisins. Des problèmes, souvent, naissent parfois... Tout à fait. Des belles créations. Des belles créations. Et alors, comment ça marche, la vinification? Est-ce que tu peux nous faire en 2 minutes la vinification pour les nuls? Si je fais vraiment en express, le blanc, on a des raisins blancs, on les met dans le pressoir, on les presse, ça nous donne du jus qu'on appelle du mou, on le met en cuve et il va fermenter, c'est-à-dire que les levures vont transformer le sucre en alcool. Et le rouge, c'est un peu différent parce que c'est rouge. Pour obtenir la couleur rouge et les tanins, avant de presser le raisin, on fait une macération. Parce que le gamay, par exemple, si on le presse directement comme le vin blanc, on obtiendra du rosé. Donc si on veut du vin rouge, on met les raisins dans une cuve et on va les laisser macérer avec des opérations d'extraction pour la couleur et les tanins. Et plus on fait macérer longtemps et plus on extrait, plus on aura un vin coloré et tannique. Et une fois qu'on a la couleur et les tanins nécessaires, on sort les raisins, on les met dans le pressoir et c'est là qu'on presse. Donc, en préparant cette interview, j'ai appris qu'une bouteille égale environ à 1 kg de CO2 en termes d'empreinte carbone, et près de la moitié des émissions d'une entreprise viticole seraient liées à la fabrication et au transport de la bouteille en verre. Toi, Géraldine, tu as choisi de vendre ton vin dans des bouteilles consignées, réutilisables. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche, pourquoi, et surtout comment ça marche? Est-ce que ça marche? Alors oui, ça marche. Ça marche parce que j'ai une vente locale et le fait de vendre localement me permet de récupérer la majeure partie de mes bouteilles. Une fois que j'ai vendu les bouteilles, notamment aux restaurateurs, je récupère les bouteilles vides que je nettoie et que je réutilise. Et en fait, le restaurateur ou le caviste, la seule chose qu'il a à faire, c'est remettre la bouteille vide dans le casier. Donc, c'est pas très compliqué. Et en plus, ça lui fait gagner du temps puisqu'il n'a pas à aller jeter mes bouteilles à la poubelle à verre. Pour vous expliquer les choses, un vigneron classique, en général, il fait une mise en bouteille 1 ou 2 fois par an. Il met tout son vin en bouteille et ensuite, il vend les bouteilles, qu'il récupère ou non. Moi, mes vins sont en cuve. Je fais des petites mises en bouteille au fur et à mesure, ce qui veut dire que j'ai un stock de bouteilles vides beaucoup plus limité. Pour vous donner une idée, depuis que j'ai commencé, j'ai vendu à peu près 12 000 bouteilles de vin. Et pour vendre ces 12 000 bouteilles de vin, j'ai acheté 1 000 bouteilles neuves, au lieu d'acheter 12 000 bouteilles neuves. Donc déjà, je réduis énormément le coût matière et le coût écologique aussi de la bouteille en verre. C'est primordial pour moi parce que ça réduit le bilan carbone de façon drastique. Et pour moi, ce réemploi des bouteilles et le fait de réutiliser les bouteilles est vraiment efficient quand on a une vente le plus locale possible. Parce que forcément, quand on vend 90% de son vin à l'export, c'est très compliqué de récupérer les bouteilles. Alors après, je suis tout à fait consciente que ce modèle-là n'est pas adapté à tout le monde, qu'on ne peut pas arrêter l'export de vin du jour au lendemain, que beaucoup d'exploitations tiennent aujourd'hui grâce à l'export. Mais j'ai juste envie de montrer que un autre modèle est possible. C'est-à-dire que si ce que je fais aujourd'hui à Lyon va questionner un autre vigneron qui exporte peut-être 70% de ses vins et qui réfléchit et qui dit je vais peut-être essayer d'exporter 60 ou 50, et pour moi, ce sera gagné. Allez, c'est parti pour la livraison. On y va. On va juste à côté, à la fromagerie. Je suis désolée, ça a l'air lourd, je t'aide pas beaucoup. Ça va. Une caisse, ça va, je la porte. 2, non. Puis là, c'est vraiment à côté, donc je la porte à la main. Sinon, j'ai un petit chariot. Hello. Ça va? Ouais. Tu veux les mettre en place ou... Allez, c'est parti.
Je prends les blancs de mon côté. Hop. Et alors pourquoi travailler avec la Tétue ? Parce que ça a du sens de travailler dans le quartier et que la démarche est bien et qu'on essaye d'avoir aussi une petite sélection de vins qui peut être autre chose, qui fonctionne au coup de cœur en fait. Allez, merci. Ouais, ciao, ciao. Salut. Donc tu nous l'as dit, tu as aussi tes propres vignes qui sont pas très loin. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton domaine, Bien peut-être sûr. sur ce que tu fais ? Actuellement, j'ai 1,5 hectare de vignes en appellation Coteaux du Lyonnais. J'ai eu plusieurs phases avec la Tétue, j'ai eu plus de vignes, moins de vignes, mais aujourd'hui je pense que j'ai trouvé la bonne surface parce que je ne veux pas avoir trop de vignes pour pouvoir faire le travail correctement et surtout faire un maximum de travail à la main. Éviter le travail au tracteur, d'ailleurs j'ai pas de tracteur. Et voilà, donc j'ai une petite surface de vigne. C'est une vigne qui est en bio, certifiée en agriculture biologique. Et pour revenir un peu sur les Coteaux du Lyonnais, parce que c'est une appellation qui est petite et qui n'est pas très connue, même à Lyon, bien qu'elle s'appelle Coteaux du Lyonnais. Donc c'est l'appellation viticole la plus proche de Lyon. Elle est composée par toutes les vignes qui se trouvent à l'ouest de Lyon, entre la fin du Beaujolais et le début des Côtes-du-Rhône, sur les 3 cépages principaux qui sont le Gamay, le Chardonnay, la Ligotée. On est aujourd'hui 18 vignerons indépendants en Coteaux du Lyonnais, avec une majorité de vignerons en bio, quelques vignerons en biodynamie et quelques vignerons en vin naturel. Alors c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire, parce qu'il y a un chiffre que j'ai trouvé en préparant cette interview, c'est que les vignes représentent 20% de l'usage des pesticides en France, alors qu'elles ne couvrent que 4% de la surface agricole française. Toi, tu as donc fait le choix du bio. Et tu produis du vin nature, parce qu'en fait, le vin nature est forcément bio. Explique-nous peut-être la différence pour clarifier. Tout à fait. Quand on fait du vin conventionnel, ça veut dire qu'on utilise des raisins conventionnels, c'est-à-dire qu'ils sont traités avec des produits chimiques, et qu'après, dans la phase de vinification, on utilise des produits œnologiques qui peuvent être également d'origine chimique. Quand on fait du vin bio, on est en bio dans les vignes, c'est-à-dire que les vignes ne sont traitées qu'avec des produits certifiés en agriculture biologique. Et on peut utiliser des produits dans la production du vin et la vinification, mais uniquement des produits certifiés agriculture biologique. Quand on est en vin naturel, on utilise des raisins bio, mais on ne met rien dans les raisins pour la production du vin. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse le raisin fermenter tout seul pour avoir un vin qui ne contient aucun intrant. D'accord, donc en fait, quand on est en vin naturel, on s'engage à ne pas utiliser de chimie de synthèse, tout à fait, que ce soit dans la culture du raisin et dans la vinification. Et après, on ajoute le moins d'intrants possible. C'est ça. Tout. Et alors, est-ce qu'il y a un rapport avec les sulfites ? Oui. Il y a 2 écoles en fait dans le vin nature. C'est un peu complexe parce qu'il n'y a pas d'organisme certificateur. Alors, il y en a qui sont en train de se créer, mais par exemple, quand on est en bio, on a un organisme certificateur auquel on adhère et qui vient vérifier chaque année qu'on ait bien les bonnes pratiques pour avoir la certification bio. C'est obligatoire. Pour avoir le label, oui. Voilà. En vin nature, c'est un peu différent. Il y a aujourd'hui 1 ou 2 labels qui commencent à apparaître, mais ça reste vraiment le début. Comme il n'y a pas de label, un peu tout le monde peut dire qu'il fait du vin nature. Et par rapport aux sulfites, en fait, il y a 2 écoles. C'est-à-dire qu'il y a les puristes vins naturels qui disent que le vin nature, c'est 0 sulfite, ce qu'on appelle les 0,0 dans le langage professionnel. Et ensuite, il y a ceux qui s'autorisent à mettre 1 ou 2 grammes de sulfite éventuellement, notamment avant la mise en bouteille, pour avoir des vins qui se conservent un tout petit peu mieux. Sachant que ces 1 ou 2 grammes de sulfite sont largement inférieurs aux doses qu'on peut retrouver dans des vins conventionnels ou bio classiques. D'accord, donc plus c'est naturel, moins il y a de sulfite. Ah oui, ça c'est sûr, de toute façon. Un vin nature, a priori, a soit pas du tout de sulfite ajouté, soit vraiment un minimum pour essayer d'avoir une meilleure conservation en bouteille. Et donc, pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les sulfites ? Alors, les sulfites sont des conservateurs alimentaires d'origine naturelle, puisque ça vient du soufre, qu'on trouve également dans l'alimentation. On n'en trouve pas que dans les vins. Par exemple, dans les fruits secs, il y a beaucoup de sulfites. Donc, ça permet au vin de se conserver. Alors, bien entendu, à une époque, on en mettait énormément et ça pouvait créer des problèmes allergisants ou des maux de tête, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé, donc les doses de sulfites sont quand même bien contrôlées. Après, c'est vrai que dans les vins conventionnels, on peut en trouver encore une certaine quantité. D'accord, donc en fait, les sulfites, il y en a qui se forment naturellement par la fermentation et d'autres qui sont ajoutés, c'est ça ? En fait, il y en a déjà dans le raisin.
un minimum. Donc de toute façon, un vin sans sulfite n'existe pas, puisqu'il y en a dans le raisin. Mais on parle de vin sans sulfite ajouté. Et quand on en rajoute un peu, on est obligé de mettre contient des sulfites. Et en parlant de sulfite, justement sur les étiquettes des vins, au-delà des labels, évidemment, il y a le label bio, qui est un label certifié, le label Déméter, qui correspond à la biodynamie. Quand on se retrouve face à une bouteille, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder en particulier ? C'est une question assez technique et un peu d'actualité aussi. Alors, moi, en tant que connaisseuse, la première chose que je regarde, c'est le nom du vigneron. Parce que ça permet déjà de savoir si c'est un vigneron indépendant ou une grosse structure. Alors, je ne dis pas que les vins de grosse structure ne sont pas bons, mais moi, à titre personnel, je préfère me diriger vers un vin de vigneron indépendant et d'artisan vinificateur plutôt que sur une grosse structure, mais ça ne dénigre pas le reste. Et par rapport aux composants et aux substances qui rentrent dans la composition des vins, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée et qui va rentrer en application cette année, qui impose donc aux producteurs de vin de mettre un QR code sur les contre-étiquettes qui nous conduit sur un site avec la liste des composants du vin. Il y a un vrai vide juridique par rapport à la composition des vins, parce que contrairement aux aliments où tous les composants sont obligés d'être indiqués, dans le vin, jusqu'alors, il n'y avait pas grand-chose à part les sulfites et les allergènes éventuels. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Alors, ça peut paraître très positif, parce que, notamment pour les producteurs de vins naturels qui, eux, ne mettent rien, donc ça montre que vraiment, ils ne mettent rien. Mais le problème, c'est que cette loi, forcément, derrière, il y a des lobbies, et il y a des gros producteurs de vins très conventionnels, et il y a des producteurs de produits œnologiques. Et au final, moi, je suis assez déçue par cette loi, parce que là où je pensais que ça allait apporter de la transparence, en fait, un grand nombre des substances chimiques qui peuvent être ajoutées dans les vins sont considérées comme des adjuvants et non des intrants, et donc ne font pas partie de la liste obligatoire déclarative. Mais il faut savoir quand même qu'il y a aujourd'hui plus de 300 produits œnologiques qu'on peut ajouter dans la production du vin, et que là-dessus, il n'y a absolument aucune transparence. Et comme quoi, par exemple ? Juste pour avoir une idée. C'est des produits chimiques, ça peut être des colles pour coller les vins. Alors coller les vins, en fait, c'est les éclaircir, faire en sorte qu'ils soient plus limpides. On peut mettre des produits pour modifier le goût, des tanins artificiels, des copeaux de bois. Il y en a vraiment énormément. Il y a un produit qui s'appelle le PVPP qui est vraiment un truc abominable. Ça, par exemple, ça ne fait pas partie de la liste déclarative. Comment on peut s'y retrouver ? Parce que là, tu nous parles de produits dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Donc, même si on a accès à la liste des produits, c'est pas forcément évident de savoir ce qui est bon ou pas. Comment on peut faire pour justement trouver un bon vin qui nous corresponde, en tout cas, et comment on s'y retrouve un petit peu dans la jungle des... Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais en effet, un vin bio, pour être sûr de ne pas consommer un vin avec des produits chimiques. Et puis surtout avoir un bon caviste de confiance, un caviste de quartier qui va finir par connaître nos goûts, par savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Et un bon caviste qui sait conseiller, lui, il le connaît, le vigneron, et il saura quelles sont ses pratiques. Géraldine, tu produis du vin nature. Les vins nature sont souvent méconnus parce qu'ils représentent une toute petite minorité des vins. Et ils n'ont pas toujours très bonne réputation. On entend parfois qu'ils sont moins bons que d'autres vins. Comment on peut changer cette image ? Est-ce que c'est une question d'habitude ? Est-ce que justement le vin nature n'est pas encore assez développé ? Que dis-tu, toi, aux détracteurs du vin nature ? Une question d'habitude, c'est sûr, parce que quand on a un palais qui n'est pas habitué à boire des vins naturels, ça peut troubler un peu au départ. Notamment parce que ce sont des vins qui sont plus représentatifs des raisins dont ils sont issus, des terroirs et aussi de l'effet millésime. Plus on va ajouter des produits œnologiques dans un vin lors de la vinification, et plus on va avoir tendance à standardiser les vins, alors qu'un vin nature, c'est tout l'inverse, c'est un vin qui est vivant, qui va déjà être différent d'un millésime à l'autre, et surtout qui va évoluer avec le temps. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant, en fait, c'est que c'est une matière vivante. La contrepartie de ça, c'est que c'est des vins qui sont plus fragiles et plus compliqués à produire aussi, parce que forcément, quand on fait confiance à son raisin pour faire du vin, parfois on a des défauts qui peuvent apparaître, et comme on n'a pas de béquilles chimiques pour contrecarrer ces défauts,
il peut y avoir des défauts un peu plus souvent. Moi, à titre personnel, j'aurais du mal à mettre sur le marché un vin qui va présenter des défauts, mais c'est mon point de vue. Il y a d'autres vignerons qui vont être plus souples par rapport à ça parce que pour eux, le défaut peut faire partie aussi du vin. Ça, c'est très individuel en fait comme point de vue. Moi, je suis très sensible aux défauts. Pourtant, je bois que du vin nature et je supporte pas de boire un vin nature qui a des défauts. Donc, on trouve quand même des vins nature qui n'ont pas de défauts. Toi qui connais bien ce monde du vin, quels sont, selon toi, les enjeux les plus urgents aujourd'hui ? Mais pour moi, ils le sont tous. C'est aussi pour ça que moi, j'ai créé La Tétue, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on essaye quand même de faire beaucoup d'efforts dans les vignes, avec l'agroécologie, avec la préservation de la biodiversité. On essaye de limiter quand même l'utilisation du tracteur, en tout cas pour les gens qui sont un peu ouverts là-dessus. On fait aussi beaucoup d'efforts à la cave en essayant de produire des vins justement avec moins d'intrants, où on intervient moins dans la production du vin. Et sur la commercialisation, ça reste encore un peu le nerf de la guerre. Moi, je trouve que c'est hyper dommage de faire autant d'efforts en amont pour derrière dire si ça part à l'export, au moins c'est vendu et finalement le bilan carbone, on s'en fiche un peu. J'ai déjà fait pas mal d'efforts avant, donc faut pas exagérer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi, comme on a repensé la viticulture et comme on est en train de la repenser aujourd'hui, repenser la commercialisation du vin ? À quoi ressemblera selon toi la viticulture de demain en France ? Grande question. Oui. C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on est tellement impactés, nous, par le dérèglement climatique dans le travail qu'on a dans les vignes qu'on ne sait absolument pas comment ça va évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on avait une année difficile tous les 10 ans. Il y a 10 ans, on avait peut-être 2 ou 3 années difficiles tous les 10 ans. Et maintenant, on n'a plus d'années classiques. C'est-à-dire que chaque année, on est impacté soit par le gel, soit par la grêle, soit par la sécheresse, soit par la pression des maladies, voire partout en même temps. Réfléchir à l'évolution de nos pratiques, c'est vraiment complexe. En revanche, moi, c'est un petit peu ma phrase, la phrase que je dis souvent, c'est que justement, on est aux premières loges du dérèglement climatique, donc on doit être quand même les premiers à avoir des pratiques qui n'impactent pas le bilan carbone de la vigne aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne se remet pas en question, qu'on passe notre temps à se plaindre des problèmes climatiques, mais qu'en même temps, on ne change pas nos pratiques, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai bourgeonne. Donc en fait, je regarde les départs de pampres, de tiges, pour éliminer tout ce qui n'est pas... soit tout ce qui n'est pas fructifère, soit tout ce qui n'est pas nécessaire, voire même enlever des grappes s'il y en a trop. Là, par exemple... Ça, on n'a pas besoin. Et en plus, ça permet d'aérer le cep, ce qui réduit le risque de maladie. Et alors, quand j'y arrive pas, je sors mon sécateur. Tac. Et voilà. On est juste avant la fleur, dans les vignes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les boutons floraux qui n'ont pas encore éclos. Chaque fleur forme un grain de raisin. Donc là, tu vois bien toutes les futures grappes. Et pour l'instant, c'est très sain, il n'y a pas de maladie, c'est bien aéré, c'est hyper joli. Oui, parce que là, en ce moment, on est au mois de juin. Oui. Et la floraison, c'est à quelle époque ? Ça ne va pas tarder, je pense. Après, tout dépend des cépages et des régions, bien entendu. Dans le sud, je pense que ça a dû commencer. Et la saison des fleurs dans les vignes, c'est magnifique parce que déjà, c'est joli et ça sent hyper bon. Donc quand on se promène dans les vignes au moment de la floraison, c'est hyper agréable. Ah, regarde, là, il y en a une de fleurs. Tu la vois ? Ouais. Là, elle est sortie. Donc, on est au tout début. Donc là, ça va fleurir jusqu'à quand ? Ça dure une quinzaine de jours entre les premières fleurs et les dernières. Tu vois, regarde, là aussi, il y en a. Il y en a 2. Normalement, il y a environ 100 jours entre la pleine fleur, donc le moment où on est tout en fleurs, et les vendanges. Mais 100 jours, c'est assez anecdotique. Ça nous donne une durée globale. Après, ça va dépendre de la météo. Quand on est vigneronne, on passe sa vie à regarder la météo. Ouais, 25 fois par jour à peu près, toutes les heures, je pense. Alors justement, face à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, les vignerons sont particulièrement touchés et vous avez dû adapter vos pratiques. Est-ce que ça t'inquiète aujourd'hui pour ton avenir, pour ta production ? Et comment tu t'adaptes, toi ? Alors bien sûr que c'est très inquiétant.
parce que justement, on a du mal aujourd'hui à avoir des rendements suffisants pour que les exploitations soient rentables. Avant la Tétue, j'avais un domaine viticole dans le sud de la France, à côté de Perpignan. Là, ils ont eu un peu de pluie, mais pendant 18 mois, ils n'ont pas eu une goutte de pluie quand même. Et la vigne, quand la vigne commence à souffrir de la sécheresse, ça veut dire que tout le reste ne pousse plus, en fait. Donc c'est vraiment inquiétant, en effet. Après, s'adapter... pour moi, l'adaptation, en fait, elle vient dans la remise en question des pratiques pour éviter que ça s'aggrave. C'est-à-dire qu'on ne s'adapte pas au dérèglement climatique, on le subit, mais par contre, dans nos pratiques, on se doit de se remettre en question pour éviter l'aggravation du dérèglement climatique. Je vois plus l'adaptation comme ça que vraiment par des pratiques différentes. Après, on peut parer au dérèglement climatique en mettant des filets anti-grêle pour la grêle. On essaye de tailler le plus tard possible pour éviter les gels de printemps. Voilà, on est en bio pour éviter de mettre des produits chimiques dans le sol, etc. Mais pour moi, l'adaptation, elle est plus dans le changement de pratique sur le bilan carbone global de l'exploitation. Pourquoi tu te lèves le matin aujourd'hui, Géraldine? Parce que tu fais tout toute seule aujourd'hui. Ouais. Quel est ton moteur? Dis-nous ton secret, Géraldine. J'aime ce que je fais. J'adore travailler les vignes, j'adore produire du vin. J'ai un peu plus de mal avec la commercialisation, c'est pour ça que je le fais moins. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je fais ça et je n'arrive vraiment plus à faire autre chose. J'ai eu des opportunités pour faire d'autres jobs entre deux domaines viticoles, mais en fait, j'y arrive plus. Je ne sais plus faire. Donc, c'est un métier de passion, évidemment, ce métier de vigneronne. Qu'est-ce que tu ferais différemment dans cette aventure si tu devais recommencer? Je ferais un lieu de consommation associé au lieu de production. Moi, je n'avais pas les moyens de le faire. Enfin, un bar, en gros, un bar à vin avec de la petite restauration avec le lieu de production. Moi, ça, c'est mon rêve, c'est-à-dire faire du vin en ville, mais avoir vraiment le lieu de consommation. En fait, presque plus de bouteilles, c'est-à-dire le vin de la cuve au verre. Au moins, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de bouteilles, enfin voilà, c'est circuit ultra court. Et je pense que c'est un modèle qui fonctionne, et notamment qui fonctionnerait bien à Lyon. Il faut des moyens financiers un peu plus importants pour créer ce type de business que je n'ai pas aujourd'hui, mais moi, ce serait vraiment mon objectif. J'allais te demander quels sont tes projets et où seras-tu dans 5 ans, mais je crois que j'ai la réponse. Tu seras dans ton bar à vin. C'est ça. Il faudra me donner l'adresse. Tout à fait. De quoi es-tu le plus fière aujourd'hui, Géraldine? D'avoir réussi à créer ça toute seule. Bon, après, j'aurais pu le faire aussi avec un associé. C'est pas le fait d'être seule dont je suis fière, mais en tout cas d'avoir réussi à créer ça et d'être allée au bout de mon idée sans faire de concessions. Et j'ai tenu bon. Alors, je sais pas si c'était une bonne chose. Je suis pas sortie parce que souvent on m'a dit mais pourquoi tu vends pas tes vins à Paris, à Marseille? Mais moi, j'ai jamais vu l'intérêt en fait de venir en centre-ville de Lyon pour aller vendre du vin à Paris. C'est une vision et c'est ma vision, mais je préfère vendre un peu moins de vin, mais rester droite dans mes bottes par rapport à ce que je propose, plutôt que d'essayer de développer à tout va. Voilà, à la limite, je préférerais arrêter plutôt que de vendre à l'export. Mais ça, c'est mon point de vue et je sais qu'il n'est pas toujours partagé. Mais... Fière d'avoir été têtue alors? Oui, tout à fait. Tu nous as dit que ça faisait 11 ans que tu avais plongé dans le monde du vin. Quel a été le moment le plus fort ou peut-être un souvenir qui t'a particulièrement marqué ou qui t'a déclenché une prise de conscience ou un moment d'émotion Il y en a trop. J'arrive pas à faire chaque vendange. C'est les vendanges. Je me souviens de chaque vendange, de chaque moment, de chaque vendange. Les vendanges, c'est la consécration d'une année de travail. C'est un moment de partage aussi, parce qu'on a une équipe de vendangeurs, on a des gens qui nous aident à la cave. Vigneron, c'est un métier qui est très solitaire, et les vendanges, justement, ça rassemble et on est soutenu. Et il y a la magie du vin qui est en train de se créer. C'est très convivial. Je pense que chaque année où j'ai fait des vendanges pour les domaines dans lesquels je travaillais ou à la Tétue, ça reste gravé dans ma mémoire. Géraldine, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle est la recette que tu aimerais nous donner aujourd'hui ou peut-être que tu aurais aimé qu'on te donne? Une recette, je dirais ne jamais baisser les bras, être têtu.
Ne pas toujours écouter ceux qui nous disent que c'est impossible. Croire en soi. Ça fait beaucoup de recettes, hein, mais... Et pour finir, je dirais quand même le fait que de jeter sa bouteille après l'avoir bu, c'est un peu comme jeter son assiette à la fin du repas. Il faut vraiment arrêter cette pratique. Réfléchissons un peu. Merci beaucoup, Géraldine, pour tous ces ingrédients. Et je t'en prie, Julie. Merci à toi. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. La recette est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous voulez en savoir plus sur le podcast, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram, larecette.podcast. Merci.